On va continuer sur le thème de la réception des publics avec, une nouvelle intervention, une deuxième intervention de Anne-Cécile, Nicollet que nous avons le plaisir d'accueillir. Donc bonjour Anne-Cécile. Anne-Cécile, vous êtes responsable des collections de la Maison de Vache-Qui-Rit qui fête notamment ses 100 ans, cette année, donc une année un peu particulière. Et donc vous allez nous parler de cette institution, de ce que c'est que la Maison de la Vache-Qui-Rit, et de la manière dont elle s'inscrit dans le paysage commercial, dans le paysage industriel et également dans le paysage patrimonial et également de la façon dont cette Maison de la Vache-Qui-Rit est perçue par les publics. Donc j'en dis pas plus et je vous laisse, tout de suite la parole. Merci beaucoup. Alors, si ça marche le partage cette fois. Formidable. D'ailleurs, vous verrez une différence, on va dire esthétique, puisque j'utilise le template officiel de l'entreprise qui est marketing et pas très culturel. Alors, pour préciser un petit peu par rapport à la thématique justement, lorsque j'ai commencé à me pencher sur la question justement de la perception des publics, j'ai commencé un petit peu à ressortir beaucoup de choses et je me suis rendu compte que ça avait été pas un parcours du combattant, mais l'itinéraire d'un enfant gâté au niveau de la création du musée. Donc je vais peut-être aller un petit peu au-delà de la thématique parce que, alors c'est un peu ma partie, je suis responsable des collections et de l'histoire, donc j'aime bien raconter l'histoire de la Vache-Qui-Rit et pour une fois, je vais raconter un peu plus l'histoire de la maison de la Vache-Qui-Rit parce que finalement, vous allez voir, la perception du public va avoir eu un énorme rôle dans l'histoire du musée en lui-même, qui est pourtant assez jeune. Donc effectivement, on va se baser sur pourquoi et comment on expose cette marque. Il faut juste que j'arrive à tourner sur la présentation. Donc, d'abord, pourquoi créer la maison de la Vache-Qui-Rit? La première étape, dans le début des années 2000, l'entreprise, qui avait déjà plus de 100 ans d'existence, était tournée complètement vers l'avenir, vers l'innovation, vers toujours faire mieux, toujours faire plus, et perdait complètement le contact avec son histoire, avec son passé. Ça a été assez flagrant en 2000, puisque à l'occasion d'un mail quelconque où quelqu'un cherchait la date de naissance d'une des marques de l'entreprise. Le mail a tourné dans toute l'entreprise pendant plusieurs années et personne n'avait la réponse. Plus personne ne savait quand était née la marque. Et donc, ça devient un peu compliqué. Les chronologies officielles de l'entreprise, finalement, se contredisaient elles-mêmes. Donc, ça cristallisait bien cette perte de contact avec son histoire. Donc, ça a été le début justement de cette volonté de reprendre le contact. Alors qu'ils auraient pu tout simplement choisir de créer un service d'archives qui n'existe pas dans l'entreprise, je précise, tout simplement pour collecter la mémoire. Mais l'idée a été lancée de créer un musée et Catherine Sauvin, qui est la petite fille de Léon Bell, s'est emparée de cette idée de musée. Et donc, ça a été le début de l'aventure de la Maison de la Vache-Qui-Rit. Alors, comment créer la Maison de la Vache-Qui-Rit quand on est une entreprise qui fait du fromage mais qui ne sait pas faire un musée. Donc, c'était une question un peu compliquée. Et donc, il a été décidé tout simplement de confier le travail de recherche et la muséologie à des agences extérieures. Et il a fallu acheter des collections privées à des collectionneurs puisque l'entreprise ne possédait pas de collection. Donc, on repartait à zéro, mais uniquement d'un point de vue extérieur. Une fois le concept créé, l'entreprise a choisi une équipe mixte pour faire tourner le site en lui-même. On est sur un personnel administratif technique qui vient d'une usine et un personnel, on va dire scientifique, le directeur responsable des collections ou des publics, qui eux viennent du monde des musées, de la culture. Et donc, on a du personnel qui ne connaissent rien à la culture et des personnels qui ne connaissent rien à l'entreprise. On arrive assez rapidement à aussi une autonomie une autonomie complète par rapport à l'entreprise administrativement, avec un comité de pilotage qui est créé. La maison de la Vache-Qui-Rit est un peu isolée du reste de l'entreprise. Le résultat, pour ceux qui ont peut-être eu l'occasion de visiter, c'est un musée qui a ouvert en 2009. Donc un très beau musée historique, de très belles pièces avec beaucoup de belles images, des grandes vitrines qui présentaient des centaines de boîtes et d'objets publicitaires présentés de manière chronologique. Et c'est un vrai succès auprès du public, principalement auprès des vacanciers qui viennent
dans le Jura. Et en fait, le succès du musée tient à l'attrait d'une marque qui est aimée par les Français. Et donc, quand vous passez à côté de la maison de la Vache qui rit, vous avez envie d'aller la visiter. Quand on demandait au public pourquoi vous venez voir le musée, ils répondaient parce qu'on aime la Vache qui rit. Mais, évidemment, si je vous raconte tout ça, c'est qu'il y a un mais. On s'est retrouvé avec un musée qui était déconnecté de l'entreprise, c'est-à-dire que les collaborateurs ne s'appropriaient pas du tout le musée, voire ignoraient complètement son existence. Alors, c'est assez compréhensible qu'un employé au Vietnam ne sache pas qu'il y a une maison de lavage qui rit à Lons-le-Saunier. Par contre, les employés à Paris, c'était un petit peu plus gênant. La difficulté est bien sûr accrue par la distance avec le siège social, ce qui est assez rare chez les musées d'entreprise. Souvent, ils sont près du siège parce que le siège est souvent là où est née l'entreprise. Là, c'est pas du tout le cas parce que le siège est à Suresnes. Nous sommes à Lons-le-Saunier, dans le Jura. Le musée était aussi déconnecté de la population locale, assez étonnamment, malgré l'amour que les Doniens et les Jurassiens portent à la vache qui rit. On a une population qui est quand même plus friande d'extérieur, de randonnée, de jardinage, que de sorties dans les musées. Et il y avait aussi un petit ressenti d'un musée pour et par des Parisiens. Ça, c'était un petit peu compliqué. Je sais quand je suis arrivée donc en 2015 à Lons-le-Saunier, quand j'annonçais je viens travailler à la maison de la vache qui rit, la réponse systématique c'était ah oui, je suis jamais allée. C'est un peu dommage. Et aussi, on avait un musée qui était centré uniquement sur le passé, donc un vrai musée d'histoire finalement de la marque, alors que le sujet, il est vivant, il est en constante évolution, et donc il demande une mise à jour constante du musée, ce qui est très compliqué à mettre en place. Et dernier écueil aussi, un musée entièrement centré sur la vache qui rit, qui n'aborde pas l'entreprise dans laquelle elle s'inscrit. Donc, la vache qui rit n'est qu'une des marques de l'entreprise. C'est une très grande entreprise. Et finalement, on se rendait compte que les autres marques n'étaient pas abordées. C'était que la vache qui rit, son histoire, et un petit peu la fabrication, et pas énormément, alors que c'était souvent une des choses que les gens venaient chercher aussi, c'était des renseignements sur comment est fabriquée la vache qui rit. Donc en 2015, après seulement 6 ans d'existence, il a été décidé de tout effacer et de recommencer. Donc c'est une décision qui était courageuse de la part de l'entreprise, parce que le musée fonctionnait, il aurait tout à fait pu continuer de fonctionner de cette manière-là. C'était pas indispensable ni forcément souhaité par tous, mais on commençait, nous, aussi, sur place, à remonter un petit peu les lacunes du musée. Moi, j'ai eu la chance d'arriver juste en 2015, donc d'arriver au début de la réflexion d'une refonte complète d'un musée, c'est assez passionnant. Donc, il a été d'abord fait une réflexion sur la question du rattachement. C'est un sujet assez courant et très complexe dans les musées d'entreprise. Tous les musées d'entreprise, finalement, ont des rattachements ou des administrations très différentes. Chez nous, il a été décidé la création d'une direction des affaires non alimentaires du groupe Bell, qui regroupe la maison de la vache qui rit et la boutique en ligne ou le licensing. Donc, tous les objets dérivés vache qui rit qui ne se mangent pas quelque part. Donc ça, c'est assez unique. J'ai trouvé aucune entreprise qui a créé ce genre de direction pour gérer son musée. Il y a aussi une nouvelle volonté de mieux correspondre à cette notion de maison. Ça s'appelle la maison de la vache qui rit, ce n'est pas le musée de la vache qui rit. Donc, il y a une volonté d'inviter le public à venir passer du temps chez la vache qui rit, dans sa maison, un côté beaucoup plus sympa que musée, et pour partager ses valeurs de bonne humeur, de bienveillance, etc. Et l'image directrice qui a été donnée à l'équipe, qui était la vision du PDG, il nous a parlé des enfants qu'on voyait allongés par terre à la FNAC pour lire les BD. Alors, vision un petit peu passée maintenant, à la FNAC, on s'allonge beaucoup moins par terre pour lire les BD. Je vais trouver une illustration, j'ai pas trouvé, on ne voit plus cette image-là, ça ne se fait peut-être plus, mais c'était très à la mode pendant un temps, c'était un peu la nouveauté de la FNAC, et ils voulaient vraiment ça, c'était que les enfants soient chez eux, s'ils restent pendant des heures, on les accueille pendant des heures, il n'y a pas de souci. Donc, un nouveau concept d'exposition de la marque, finalement, qui va être donc ce nouveau lieu, cette maison qui est un peu musée, un peu centre culturel, un peu centre d'art, parfois un petit peu centre de loisirs aussi, lorsqu'on accueille des groupes qui peuvent être très importants. Donc, voici quelques illustrations. C'est pour ça aussi que j'ai fait la présentation, pas juste pour vous écrire ce que je vous disais. Donc, voilà à quoi ressemble la maison de la vache qui rit aujourd'hui, de jour comme de nuit. On reconnaît un peu plus ce côté centre culturel, justement, et donc avec cet accueil, ce nouvel accueil de la maison de la vache qui rit.
On a aussi décidé de centraliser la partie historique, donc dans la partie ancienne du bâtiment, et de changer le discours, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que raconter une histoire, on explique une histoire et on l'analyse. C'est pas juste de dire aux gens, il s'est passé ça en telle année, il s'est passé ça en telle année, c'est de faire une évolution logique et de faire comprendre que grâce à ça, il s'est passé ci, et parce qu'il s'est passé cela, ça a donné ça, puisque j'aime bien dire que quand on raconte l'histoire de la vache qui rit, on raconte l'histoire de France quelque part, on est toujours en lien avec la société et les événements. Donc voilà pour la partie historique. Alors j'avoue, j'avais aussi moi une préconisation de mettre toute l'histoire dans les caves pour éviter que les grandes baies vitrées ne laissent les collections en pleine lumière du jour toute la journée comme elles étaient précédemment. Donc voilà à quoi ressemble aujourd'hui la partie historique. Donc avec, comme disait Roma tout à l'heure d'ailleurs, j'ai vu qu'elle avait une photo de nos caves avec des îlots centraux qui racontent l'histoire et une frise chronologique tout le long des murs qui retrace le visuel de la vache qui rit en lui-même et toute son évolution. Donc voilà pour ces fameux îlots. Après, on a aussi voulu créer une partie qu'on appelait le Monde Belle, donc qui est là pour expliquer l'ADN de l'entreprise, vache qui rit ou pas vache qui rit d'ailleurs. Donc c'est la fabrication, les usines, les collaborateurs, les emballages, les agriculteurs, la portion, la nutrition, les marques. C'est des sujets très variés. L'idée aussi, c'est de faire tomber les tabous, c'est-à-dire que d'aborder des sujets qui peuvent poser question, les questions qu'on nous pose tout le temps. Combien sont payés les agriculteurs qui fabrique quelle matière première, qu'est-ce qu'il y a dans la vache qui rit exactement, comment elle est fabriquée. La vache qui rit, elle est fabriquée au Vietnam. Est-ce que je vais manger en France une vache qui rit vietnamienne? Est-ce que vous décentralisez la fabrication parce que c'est moins cher là-bas, etc. Donc tout ça, c'est des questions finalement qui sont un petit peu tabous dans beaucoup d'entreprises. Et pour ne rien vous cacher, ça a été parfois compliqué lorsqu'on a décidé de cette création de ce parcours, puisqu'il a fallu convaincre notamment les plus anciens, ceux qui sont là depuis 30 ou 40 ans et qui ont passé par cette période dans les années 80-90 où on ne disait rien du tout, il ne fallait pas parler d'entreprise. Et il fallait un petit peu leur faire comprendre qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cette époque un petit peu révolue, qu'à l'époque des réseaux sociaux, à l'époque où tout se sait, où tout se transmet, où la rumeur et les échanges sont extrêmement rapides, il faut être hyper transparent et que justement notre rôle à la Maison de la Vache qui rit, et ça a été dit précédemment hein, dans certaines présentations, le but d'un musée d'entreprise, d'une exposition d'entreprise, c'est cette transparence et de répondre clairement aux questions des visiteurs. Donc voilà un petit aperçu de ce monde belle. Alors il a été dit aussi hein, tout à l'heure par Roma notamment que on pouvait dans les choix esthétiques d'exposition se présenter des objets du quotidien et des choses parfaitement banales comme des bobines de papier aluminium, des apéricubes. On en fait des œuvres d'art et c'est aussi ensuite un moyen de communication sur les emballages. Qu'est-ce qu'un emballage, d'où il vient, qu'est-ce qu'il devient, le recyclage, etc., etc. Et en parlant d'emballage, on a vu aussi tout à l'heure d'ailleurs, on peut faire des présentations extrêmement sobres, comme dans les caves où c'est quelques objets, etc. On peut aussi faire de l'accumulation qui montre à la fois la quantité de choses produites par l'entreprise, mais encore une fois, qui produisent un effet esthétique particulièrement apprécié par nos visiteurs. Et puis sur la partie fabrication, on a cette maquette qui permet de comprendre le fonctionnement. Alors sur la photo, on ne voit pas, mais sur le mur de derrière, normalement, il y a un film animé qui explique de manière extrêmement simple et pédagogique la fabrication. Et le mur à gauche, Belle engagée pour une croissance durable, vient d'être changé, puisque je vous le dis, on est toujours dans l'actualité. Il faut rester en permanence à l'écoute de ce que fait l'entreprise. Et donc, on a transformé ce mur, il est devenu comme ceci. La photo est un peu moins belle, c'est moi qui l'ai prise. Mais donc un mur pour le coup parfaitement interactif qui explique de A à Z tout le positionnement RSE de l'entreprise. Donc c'est les déchets, l'impact environnemental, le bien-être de tous, le handicap, les femmes, le recyclage. Enfin, c'est tous les sujets sociétaux importants aujourd'hui dans la communication des entreprises. Il a été décidé aussi de construire des expositions temporaires en lien avec l'entreprise, mais la petite particularité, c'est d'incarner ce petit grain de folie de la vache qui rit. Comme disait un slogan il n'y a pas si longtemps, le fromage c'est sérieux, mais pas que.
on va dire le côté, mais pas que, c'est en grande partie chez nous que ça se passe. Où par exemple, à la réouverture du musée, on avait une exposition Nakboubek sur le Sénégal. Alors c'est le Sénégal qui est mis en valeur, un côté très artistique, assez contemporain, mais toujours des petites touches de vache qui rit, puisqu'elle a une importance très capitale dans certains pays d'Afrique ou d'Afrique du Nord. On va avoir aussi l'année dernière, alors, malheureusement, une exposition qui n'a pas vécu aussi longtemps qu'on l'aurait souhaité, un escape game sur le mini Babybel. Donc, on invite les copines, les autres marques de l'entreprise. Ou l'exposition qui a terminé son montage hier. Donc, j'ai pas encore de photos, je n'ai que les concept art, mais donc pour les 100 ans, c'est une exposition qui s'appelle Sans rire, avec le jeu de mots 100 en chiffres, pour fêter les 100 ans de la vache qui rit. On crée une fabrique à rire. Donc, en gros, on reconstitue un semblant d'usine où, au lieu de fabriquer du fromage, on fabrique du rire. Donc, en espérant qu'on puisse bientôt faire découvrir cette exposition à notre public. Donc voilà pour ce nouveau concept. Ah oui, le dernier point, on parsème le site de ponctuation, de respiration, d'installation artistique. Il ne faut pas non plus constamment assommer le public avec des contenus. Donc on va avoir dans l'entrée cette suspension de portions de vaches qui rit géantes. Enfin, géantes, elles sont un petit peu plus grandes que les vraies, qu'on peut voir ici, ou comme on le voit à gauche, un mur de têtes de vache. Donc pour une fois, ce sont des vaches qui ne rient pas. Il n'y a pas forcément un sens, il n'y a pas forcément une volonté d'expliquer encore et encore, c'est juste qu'on peut faire une petite pause sur le banc en face et puis se reposer avant d'attaquer l'escalier. Au niveau des médiations par rapport au public, évidemment, alors, l'intervenant précédent, Olivier Gabé, l'a expliqué aussi. Effectivement, on fait de la médiation qui prend un peu le prétexte de la marque pour raconter autre chose, comme il parlait de la création d'une Europe, par exemple, dans une exposition Dior. Nous, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que les médiations, évidemment, ne sont pas là pour expliquer aux enfants des choses très terre à terre sur la vache qui rit et leur les obliger à en manger. Contrairement à ce que croient beaucoup d'enseignants, c'est un petit peu l'écueil que nous pouvons avoir en tant que marque, une petite réticence des enseignants à venir avec leur classe dans des sites qui portent le nom d'une marque, où ils sont persuadés que nous cherchons à formater leurs élèves pour devenir des petits consommateurs. Ce n'est évidemment pas le cas. Mais au contraire, on va utiliser la marque comme prétexte pour expliquer qu'est-ce qu'un emballage et comment on recycle. Donc pour les maternelles, par exemple, on va faire des ateliers de recyclage. On leur donne des emballages de nos marques et on leur explique dans quelle poubelle ça va aller. Ou alors, on explique aussi comment on fait du fromage fondu. Ça, effectivement, c'est plus lié à la marque. On va aussi expliquer la nutrition, le décryptage d'une étiquette alimentaire. Donc, c'est un peu compliqué pour beaucoup de gens et ça marche surtout avec les ados qui veulent savoir ce qu'ils mangent aujourd'hui. On a aussi des médiations, on va essayer d'être un peu originaux, donc ça va être toujours avec un slogan, le slogan actuel, parce que c'est meilleur de rire. On a fait de la sérigraphie sur crêpe, on a une fête foraine écologique prévue pour les 100 ans, peut-être un jour. On a des ateliers de recyclage, des bobines d'emballage où les gens peuvent faire des objets à partir des emballages. Ou je m'occupe personnellement du rendez-vous des vaches qui refilent, donc tous les 2 ans, un rendez-vous qui rassemble les collectionneurs de vaches qui rient. Forcément, ça fait un week-end un peu loufoque qui sort des sentiers battus d'un musée classique. La réception par le public, puisque c'est le thème de la présentation à l'origine, donc j'y arrive enfin. Donc aujourd'hui, on a un public qui est enthousiaste quand ils arrivent au musée, même si souvent ils viennent encore un peu par hasard. Parce qu'ils sont touristes dans la région et ils ont découvert que la vache qui rit venait de Lons-le-Saunier, et ça c'est un peu notre souci, parce qu'il pleut, ils ont décidé de ne pas aller en randonnée, mais de venir à la maison de la vache qui rit. Et au final, il y a pour tous les goûts, il y a du rétro, il y a du contemporain, il y a du pédagogique, il y a de l'esthétique, il y a du low-tech, il y a de l'high-tech, il y a du ludique, il y a du sérieux, forcément, quand on explique comment il fait un fromage. Et en fait, on répond aux questions que le public ignorait qu'il se posait. La question que tout le monde se pose en arrivant, c'est pourquoi la vache qui rit rit. Je ne sais pas s'ils repartent réellement avec la réponse, mais en tout cas, on a répondu à toutes les autres questions qu'ils ignoraient. On est aussi face à un public qui est surpris parce qu'ils arrivent souvent avec un a priori et s'attendent à un matraquage publicitaire. Et finalement, ils se trouvent face à un contenu pédagogique
puisque l'ensemble du musée explique le succès de la marque, le succès de l'entreprise de manière plutôt scientifique, en abordant y compris les sujets polémiques. Alors, c'est en grande partie, bien sûr, parce que il n'a pas été conçu comme un outil marketing, et ça se ressent. Et le personnel et les personnes qui ont travaillé à faire ce musée viennent, comme je le disais tout à l'heure, d'un milieu culturel et non pas du milieu marketing ou communication. Et puis, on a enfin réussi à atteindre l'objectif premier de la création du musée, si vous vous souvenez. C'est parti d'une question dans les années 2000. Et donc, aujourd'hui, les collaborateurs s'approprient ce site et on voit l'émergence d'un rôle d'expertise historique à la Maison de la Vache qui rit, au-delà du site pour nos visiteurs classiques. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou pas? Merci beaucoup à vous, Anne-Cécile Nicolet, pour votre intervention très intéressante et vos belles images également qui nous donnent une très belle vision de ce que c'est que la maison de la vache qui rit. Je pense que là, vraiment, ça donne envie à beaucoup de personnes de venir la visiter. On a eu effectivement quelques questions pour vous. Donc, première question et remarque. J'adore l'idée de la boîte à rire. Avez-vous créé d'autres offres de médiation compatibles avec la COVID-19? Alors, c'est une question un peu compliquée parce que vous avez pu voir notamment le mur qu'on a mis en place l'année dernière. C'est un mur tactile. Donc, c'était une petite erreur stratégique de notre part de prévoir en 2020 un mur tactile. Donc, avec gel hydroalcoolique juste avant, juste après, ça nous complique un petit peu les choses. Alors, on n'a pas malheureusement mis en place de médiation particulière pour cette année spéciale Covid-19, puisque comme nous préparons tout assez longtemps à l'avance, souvent 2 ans à 1 an à l'avance, on n'avait pas anticipé ça. Donc pour 2020, c'était un petit peu compliqué. On a mis en place, bien sûr, tout ce qui va être distanciation, nombre de personnes, etc., les choses assez classiques des musées. Mais nous avons malheureusement pas réussi à nous raccrocher au wagon, notamment de tout ce qui est numérique pour éviter la pandémie dans le musée. La seule chose qu'on a eu la chance, c'est que notre outil audio guide qui avait un système alors ça s'appelle le dialogue, c'est-à-dire que vous pouvez entendre dans votre téléphone sur l'audio guide les sons des différents films. Ça nous a permis de supprimer tous les casques du musée et que chacun peut avoir les sons directement dans l'audio guide pour éviter les problèmes avec les casques. Mais c'est vrai que malheureusement, non, on n'a pas forcément mis en place des systèmes spécifiques Covid-19. Merci pour votre réponse. Et puis, on a une deuxième petite question pour vous. Alors, est-ce que vous savez si les employés ou agriculteurs qui travaillent donc pour la marque de la vache qui rit, au-delà de leur place dans l'entreprise, est-ce qu'ils ont pu devenir des visiteurs ou occuper une quelconque place dans la maison de la vache qui rit? Oui, ça c'était effectivement un objectif puisque, comme je le disais, précédemment, la première mouture de la maison finalement n'attirait pas le public local, donc même pas les employés locaux, et cetera. Alors la première chose, forcément, la politique tarifaire, les employés ont la gratuité, donc forcément ça aide beaucoup à faire venir le public de l'entreprise. Mais il y a aussi effectivement le fait que maintenant le musée, dans cette partie Le Monde Belle, parle de l'actualité, parle des agriculteurs, parle des employés, des différents métiers, etc. Ça les intéresse beaucoup plus. Ils sont beaucoup plus heureux, évidemment, que le musée parle de l'entreprise dans son ensemble et pas que de l'histoire. Et donc, ça nous a permis de les toucher beaucoup plus. Alors évidemment, ceux qui sont loin ne peuvent pas forcément venir. Et puis, sachant qu'aujourd'hui, alors hors Covid, depuis 1 an, malheureusement, ce n'est plus le cas, mais la Maison de la Vache qui rit fait partie du circuit d'intégration des nouveaux employés de l'entreprise pour les employés français. Très bien, merci pour vos réponses très complètes. Et puis, on va peut-être terminer votre intervention par une dernière petite question que nous avons reçue. Alors, vous évoquez une importance pour la maison de la vache qui rit de s'émanciper de cette idée stéréotypée du musée comme outil marketing. Est-ce qu'il vous semble aisé de trouver des sujets en lien avec la marque sans tomber dans le promotionnel? Question complexe. Oui, c'est compliqué parce que je vous montrais par exemple le nouveau mur RSE. C'est un mur qui, bien sûr, redistribue un discours qui nous vient de la communication. On n'invente pas le discours puisqu'on ne le connaît pas forcément, donc la communication nous fournit des éléments.
Nous, on fait le tri aussi un petit peu. C'est notre rôle de le mettre à portée du public, de sortir du discours formaté. Mais effectivement, c'est toujours difficile. La question qu'on se pose en permanence, c'est cette limite entre le discours officiel, le discours publicitaire, alors sachant que ces deux choses, la pub et la com, sont encore deux choses un peu différentes, et le discours que nous, on va faire aux consommateurs. Alors après, je vous avoue, cette difficulté est fortement simplifiée par l'entreprise elle-même, parce qu'on a la chance d'avoir une entreprise qui a une histoire qui est extrêmement riche, très valorisante finalement, et c'était dommage de ne pas la mettre en valeur jusque-là. Et il y a un discours qui vient de nous aussi. On a reproché, nous, à la Maison de la Vache qui rit, à la com, parce qu'ils nous faisaient part d'opérations, de choses extrêmement intéressantes auprès d'ONG, par rapport au recyclage ou des choses comme ça. Et en réalité, l'entreprise ne communiquait pas du tout sur tous ces éléments. Et donc, c'est nous, finalement, qui avons dit à la communication, bah non, mais nous, on veut communiquer dessus. On veut être un vecteur de communication parce que c'est des choses passionnantes. C'est des choses qu'il faut que les gens sachent parce que c'est positif. Les choses négatives, on n'aurait peut-être pas envie d'en parler, mais on a la chance, c'est qu'il n'y en a pas. Oui, ça paraît un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et donc, c'est toujours plus enthousiasmant et plus valorisant de pouvoir être un facteur de communication et d'apporter des éléments positifs aux gens. Quand c'est un discours qui, en étant vrai, reste positif. Ça aide. J'avoue que je serais sans doute beaucoup moins à l'aise dans mon rôle si je devais servir d'interprète à la communication pour effacer des problèmes de RP. Très bien, merci beaucoup Anne-Cécile Nicolet pour votre présentation déjà et puis pour vos réponses très éclairantes aux différentes questions qu'on a pu recevoir.